Bonjour, je suis Hélène Bizot, la voix française de Naomi Watts, et vous allez voir une vidéo de Quasimodo World Parodie. Dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la pire adaptation animée de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Je devais critiquer ce truc. Ils ont dessiné un bossu très beau au lieu d'un bossu difforme. Ah, mais allez vous faire foutre avec vos blagues très grossophobes. L'âne est doublé. Comme si ce film n'était pas assez mauvais, il est raciste. Le sort des personnages de ce film me laisse tellement indifférent que je vais arrêter de regarder le film parce que je préfère 1000 fois regarder un épisode de Friends. Cette série surcotée qui fait rire tout le monde sauf moi. Voilà, c'était le bossu de Notre-Dame de Golden Films. N'hésitez pas non plus à m'écrire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez retenu? Il a dit qu'il n'aime pas Friends. Lâchons-le et mettons-lui des pouces rouges. Un gilet jaune! Décidément, ils sont partout en France. Ah bah tiens, je me souviens même plus pourquoi j'ai quitté ma chambre. Et 2 et 3 et 5. Bonjour à tous. La dernière fois, on s'est attaqué à la pire adaptation de Notre-Dame de Paris, et entre-temps, je n'ai vu aucune autre adaptation la dépasser, alors on va rester sur cette lancée, et on va parler des pires crossovers français. Alors, on va pas parler des crossovers en général, parce que je crois que tout le monde a une idée globale de ce que c'est, et Wikipédia et Michael J. de Fermella en parlent mieux que moi, mais autant dire que des crossovers avec des dessins animés, c'est pas ça qui manque. Un crossover, ça fait ressortir le meilleur des deux émissions. C'est pas du tout pour des questions d'audience, c'est toujours dans le but d'être créatif, et jamais pour des raisons marketing. Ok, on a compris. Parmi les meilleurs crossovers animés de tous les temps, on peut citer celui entre Mes parrains sont magiques et Jimmy Neutron, tous ceux avec la série de Lilo et Stitch, celui entre Aladdin et Hercule, celui entre Johnny Bravo et Scooby-Doo, Disney tous en boîte, et bien sûr Qui veut la peau de Roger Rabbit, sans oublier les génialissimes scènes de transition de Cartoon Network dans les années 2000, où tous les personnages de la chaîne se côtoyaient, une idée très cool qui pouvait rivaliser avec Tous en boîte, mais malheureusement ces scènes d'interaction ont disparu il y a environ 9 ans, alors que si elles étaient restées, ça aurait sûrement rehaussé le niveau de Cartoon Network qui a décliné au fil du temps. Ah, comment on se retrouve, Jennifer Lee? Alors, Cash, comment ça va? Bon, ça va. It's cool, we got it. Oh, man. Should have taken the express train. Parmi ceux qui sont juste sympas, on peut citer celui entre les Razmoket et la famille de la jungle, celui entre Totally Spice et Martin Mystère, celui entre les Simpsons et Profession Critique, celui entre Scooby-Doo et Batman l'Alliance des Héros, il est moins nul qu'on ne le croit au premier abord, et ceux entre les cartoons de Hanna-Barbera. Alors, je ne suis pas fan des cartoons de Hanna-Barbera, bien que le fait que j'ai retranscrit le casting français de plusieurs films de ce studio sur un nouveau forum de doublage francophone pourrait indiquer le contraire, alors que justement c'est la VF de ces productions que je trouve intéressante, mais je trouve que quand les héros de leur production se croisent, le résultat est quand même assez cool. C'est Fred Pierre à feu et Barney l'Ange. Tiens, Alcibiade, quelle bonne surprise.
Mais c'est moi qui suis surpris. Caillouville n'est pas tout près, environ à 3 millions d'années et des poussières. Barney et moi, nous sommes venus gagner un petit peu d'argent. Tiens d'ailleurs, en parlant de Hanna-Barbera, leurs personnages ont aussi eu un crossover avec Casper le fantôme. Et parmi les crossovers décevants, on peut citer celui entre les Simpsons et les Griffins. Enfin je veux dire, disons que quand on le voit pour la première fois, on a la hype, alors qu'avec le recul et en le revoyant, on voit que l'intrigue n'est pas terrible et ils auraient pu faire mieux pour un crossover. Je vous rappelle que l'histoire, c'est juste Peter Griffin et Homer Simpson qui cherchent une voiture, et c'est tout. Et Brian et Chris doivent promener Petit Papa Noël, mais il s'enfuit et Brian et Chris doivent le récupérer. Ah. Et aussi Stevie veut devenir ami avec Bart, il le venge de Nelson, mais il va trop loin. Et aussi Lisa aide Meg à reprendre confiance en elle. Vous voyez, c'est pas transcendant comme intrigue, ça ne vole vraiment pas haut. Et évidemment, le fait qu'en dehors de Homer, Marge, Patty, Selma et Abraham, tous les personnages des Simpsons n'aient pas la même voix française que dans leur série, ça n'aide pas. La voix de Bart. La voix de Bart! Ça, c'est ma chambre. Eh, vous voulez voir mon arsenal? Mais je ne vais pas citer d'exemples de crossover chelous, pour ne pas froisser les fans du crossover entre Ultimate Spider-Man et Jesse, et je ne vais pas non plus citer d'exemples des pires crossovers existants, pour ne pas froisser les fans de Tom et Jerry au pays de Charlie et la chocolaterie, et comme je l'ai dit, on va parler de mauvais crossovers, ceux qui sont nanardesques au possible, et ceux qui, de surcroît, ont été faits en France, avec ou sans l'autorisation des Américains qui détiennent les droits d'auteur sur les produits qui apparaissent dans ces crossovers. Et je préviens que je ne parlerai pas du crossover entre Joséphine l'Ange Gardien et Camping Paradis. Bien que ce soit des séries françaises, je n'ai regardé aucun épisode de ces deux séries, donc je ne peux pas juste voir un crossover entre deux séries dont je ne suis pas familier avec l'univers. Bonjour, c'est Quasimodo World 2022. Je me permets d'interrompre ce passage pour vous dire que depuis le moment où j'ai fait cette vidéo, j'ai vu quelques épisodes de Joséphine Ange Gardien et une vingtaine d'épisodes de Camping Paradis, ce qui m'a naturellement amené à regarder l'épisode crossover entre ces deux séries. Et en tant que crossover, c'était assez décevant, Joséphine ne faisant qu'accompagner Tom et n'utilisant que 2 ou 3 fois ses pouvoirs pour des trucs inutiles. Et non, je ne ferai pas de vidéo sur ce crossover parce que j'ai fini avec les crossovers français et que je ne tiens pas spécialement à ce que TF1 me tombe dessus. Voilà, ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage et je rends la parole à mon mois de 2019. Pareil pour la famille Fou Rire, qui constitue un crossover entre 4 sitcoms d'AB Productions, à savoir Salut les musclés, Premier baiser, Hélène et les garçons et Le miel et les abeilles, qui sont connus pour leur médiocrité. Et non, je ne peux pas prendre la peine de regarder ces séries pour ensuite me taper le crossover pour les besoins de cette vidéo, je ne peux pas. Je me suis déjà tapé plusieurs épisodes de Premier baiser à une époque parce que c'est le seul truc où a joué Rebecca Dreyfus, qui a fait la voix d'Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame de Disney et sa suite, et de la bergère Bo Peep dans Toy Story 1, c'est insupportable. Avec l'autre fille qui a une voix bizarre et qui dit tout le temps Monsieur Gérard, c'est même pas drôle. Si je dois regarder les 3 autres sitcoms et me taper le crossover qui dure presque 50 minutes, autant me tirer une balle, c'est clair. Tenez, en parlant de Claire, parlons de Leclerc. Parce que, eh oui, dans les années 90 et au début des années 2000, il se trouve que Leclerc a fait la promo de ses jouets en vendant des VHS de films de Noël un peu faits à l'arrache, souvent manichéens, montrant des gamins qui jouent avec les jouets de Leclerc, parce que c'est pas la subtilité qui les étouffe, le producteur, et constitué d'acteurs qui jouent aussi mal que certains acteurs de séries françaises, notamment cette vieille dame. Ce Xavier, il me plaît déjà. J'espère le rencontrer très vite. Parmi ces films publicitaires, il y a Opération Père Noël, sorti en 1996, réalisé par Michel Hassan, qui ne s'est pas amélioré par la suite puisqu'il a réalisé 3 épisodes de Sous le Soleil et 45 épisodes de Plus belle la vie, et plusieurs épisodes de La méthode Coé et de Touche pas à mon poste. Le film commence avec le Père Noël qui constate que tous ses jouets ont été volés. Heureusement pour lui, la caméra de surveillance a filmé les 2 malfaiteurs. Sacrebleu, j'en étais sûr, c'est encore un coup des gros pavots. Ouais, les méchants de ce film s'appellent les gros pavots. Parce que si on doit faire plaisir aux enfants, autant les prendre pour des idiots. Purée, en comparaison, le nom des méchants dans l'histoire sans fin 3 a l'air très profond. Alors le Père Noël appelle Christophe et Marie, 2 gamins qu'il trouve courageux. Même si la logique voudrait qu'en cas de cambriolage, on appelle la police, mais bon, c'est un film pour enfants, donc les policiers sont incompétents et inutiles, et c'est les enfants qui doivent sauver la situation, et tout ça. Ensuite, le Père Noël contacte Sangohan pour les aider à localiser les jouets. Bonjour mon ami Sangohan. Je ne te dérange pas trop? Pas du tout, Père Noël. Que t'arrive-t-il? Tu as l'air désemparé. Oh, écoute, les gros pavots m'ont volé tous mes originaux de jouets. Il faut absolument que je les récupère. Ne t'en fais pas, je vais demander à Son Goku de m'aider à localiser ses jouets. Je te rappelle dans un instant.
Merci mon ami. Mais qu'est-ce que Sangohan vient faire là? Qu'est-ce qu'il en a à faire que des jouets aient été volés? En plus, je pense qu'un enfant n'a pas besoin d'avoir 200 de QI pour voir que le montage est bizarre. Regardez, Sangohan ne regarde jamais le Père Noël dans les yeux, il fronce les sourcils alors que c'est pas approprié dans le contexte, et ça se voit que ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qu'il dit vraiment dans le contexte de la scène dont les images sont extraites. Et puis c'est quoi cette voix? Pourquoi il est doublé par Jean-Claude Montalban au lieu de Marc Lesser? Le directeur artistique a réussi à prendre la voix d'Arnold dans Harold, oui c'est le gamin qui joue Christophe là, mais il n'a pas réussi à prendre Marc Lesser qui est la voix française de Sangohan. Ils auraient même pu prendre son frère David vu qu'il le remplaçait parfois dans Dragon Ball Z. Mais là, il est doublé par Jean-Claude Montalban, la voix française de Cobra et de Stan Lee dans la plupart de ses caméos depuis Avengers, et aussi de Jerry Seinfeld et du Ted Mosby du futur dans How I Met Your Mother, donc bref, une voix qui ne ressemble pas du tout à celle de Marc Lesser. C'était quoi ce casting? Super, je savais pas que t'étais ami avec Sangohan. Moi j'aime pas quand les personnages n'ont pas la même voix française que d'habitude. Le Père Noël explique à Christophe et à Marie qu'ils devront trouver les jouets et lui montrer comment ils fonctionnent et quel est leur prix, tandis que lui va les filmer avec sa caméra. Après, Sangohan revient sans qu'on ait pu voir Son Goku. Nous avons localisé tes modèles de jouets. Ils sont dans les repères des gros pavots. Merci Sangohan, tu as fait vite. Mes amis te donneront les noms. Et ils enverront les coordonnées directement à Victor, ton ordinateur. Mais regardez-moi ça, l'animation est saccadée quand il bouge la bouche, tout ça parce qu'il fallait que le texte respecte le mouvement des lèvres. Alors Sangohan prévient que les gros pabos ont découvert que lui et ses potes ont infiltré ses bases de données et qu'ils s'attendent à ce qu'on reprenne les cadeaux. Ils vont donc tout faire pour empêcher la mission de réussir. Mais alors pourquoi tu souris, connard? Alors Sangohan s'en va et le Père Noël prépare Christophe et Marie pour leur mission. Et ensuite Pollux apparaît et... Eh oui, Sangohan m'a tout expliqué. La première caverne à visiter est la caverne Crystal. Et il est également doublé par Jean-Claude Montalban. Apparemment c'était la dèche. Sangohan m'a tout expliqué. Pourquoi tu l'appelles Sangohan au lieu de Sangohan? Bon bah maintenant, même si c'est pas canon, vous pouvez officiellement dire que Sangohan et Pollux sont amis. Allez, à vos fanfictions. Alors Christophe et Marie sont prêts à aller chercher les jouets avec un scanner pour avoir des infos sur les jouets et l'ordinateur du Père Noël les téléporte dans la caverne au cristal. Le Père Noël téléporte ensuite Kevin et Morgan, deux gamins plus jeunes que Christophe et Marie qui doivent les rejoindre pour les aider. Fais-les atterrir en douceur, ils n'ont même pas 2 ans. Et les parents sont au courant? J'ai l'impression que Christophe et Marie vont devoir plus les babysitter que collaborer avec eux. Regarde, c'est Miko, le copain de Pocahontas. Ça se prononce Meiko, Hervé. Christophe. Valet de nuit et housse pyjama, Miko. C'est Meiko. Est-ce que vous avez au moins vu le film de Pocahontas en VF avant de faire un film qui met en avant un produit dérivé basé sur un des personnages de Pocahontas? C'est comme si vous prononciez le nom VO d'un personnage, mais pas celui de la traduction française. Donc, les gamins testent Meiko et ils le scannent pour indiquer à Victor l'ordinateur la nature du produit. Ils font pareil avec un lapin en peluche, un jardin d'activités, et en fait tous les putains de jouets qui apparaissent dans cette purge qui fait presque 1 heure! Tout ça pour faire la pub. Sans compter que si ce sont des jouets qui peuvent émerveiller des enfants en bas âge, cette publicité est juste longue, ennuyeuse et inepte pour des adultes. Et en plus... C'est la voiture de Oui Oui, ma sœur adore Oui Oui. C'est génial, regarde, elle a les phares qui clignotent, elle change de direction quand elle cogne dans quelque chose et Oui Oui arrête pas de dire oui avec la tête. J'ai la même. Oui, oui, la voiture jaune. Alors qu'on est à 10 minutes de film, les gamins entendent l'arrivée des gros pabos, et comme Christophe n'a pas peur, mais qu'il sait qu'il risque de faire du mal à Kevin et Morgan, qui ne servent d'ailleurs à rien et ne les aident pas, le Père Noël téléporte Christophe et Marie dans la caverne future. Mais pas les 2 bébés parce que... Ils ont assez travaillé, et d'après mes données, vous n'avez plus besoin d'eux pour les jouets qui suivent. Ouais, ça veut dire qu'ils peuvent aller se faire mettre comme le requin de Toy Story qui n'apparaît pas dans le 3 et dans le 4. Et leurs parents ne vont sûrement jamais les revoir. Mais le Père Noël les remplace par Julia et François, qui ont 3 et 4 ans, sont frères et sœurs, et ont un jeu d'acteurs de fou qui n'a rien à envier à celui des plus grands acteurs français. Oh, c'est super chouette ici, on va bien s'amuser. Donc le film reprend son côté propagande avec les enfants qui font joujou avec des jouets, donc il ne se passe rien d'autre pendant 5 minutes, et après on a un nouveau personnage de dessin animé, Sailor Moon. Père Noël, Père Noël, il faut que tu envoies les enfants dans la caverne coton, les gros pabos sont entrés dans la caverne future. Merci Sailor Moon. Et là encore, ils n'ont pas repris la comédienne qui la doublait, c'est clairement Valérie de Vulpian qu'on entend là.
Donc au lieu d'écouter les conseils de Bunny Rivière et d'aller directement dans la caverne coton, les gamins prennent leur temps et sont attaqués par les gros pabots, alors Julia renverse des Legos que Victor transforme en skateboard qui percute les gros pabots qui les fait tomber. Vous remarquerez que les gros pabots ressemblent aux Blues Brothers. Parce que forcément, le public cible de cette daube a déjà vu les Blues Brothers et va comprendre la référence. Vous savez, ça arrive souvent qu'un produit destiné aux enfants fasse des références à des films pour adultes, comme les Animaniacs ou Wakfu ou My Little Pony Friendship is Magic, que j'ai tendance à trop mentionner dans mes vidéos. Mais en général, c'est pour amuser l'adulte au cas où il regarderait le produit avec ses enfants pour ne pas qu'il s'ennuie. Là, dans cette publicité de 48 minutes sur des jouets pour enfants où il n'y a pas 3 actes et où les méchants sont juste méchants sans raison et ont un nom ridicule pour faire rire les gosses, un adulte n'aura rien à gagner en regardant ça. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Après, ils vont dans la caverne coton où ils font mumuse avec des poupées à changer, pour lequel je n'ai jamais compris l'intérêt de jouer avec. Je ne comprends toujours pas l'existence de ça. Il a envie. 5 minutes de propagande plus tard, les gros pabots se pointent, les enfants leur envoient des poussettes dans la tronche et ils tombent, puis les enfants se téléportent dans la caverne bois. D'après les kangous, c'est la caverne bois. Ben on les voit pas les kangous. Ils passent 7 minutes de propagande où les gamins tripotent des machines à écrire, des tableaux à feutre, des trucs ménagers et commerciaux. Bonjour madame. Bonjour monsieur. 3 kilos de tomates. Voilà 3 kilos de tomates. Je vous dois 50 centimes. Tenez. Merci. Mais bon sang, faites quelque chose! De l'action, je sais pas! Mais vous êtes censé scanner les jouets et aller dans une autre caverne et vous perdez du temps à jouer! C'est quoi cette scène inutile? Les gros pabots arrivent ensuite en tendant un filet aux gamins, mais ces derniers les aspergent de produits, ce qui les aveugle et les fait tomber. Les enfants sont alors téléportés dans une autre caverne. Salut à vous tous. La prochaine destination sera la caverne rose. Vous avez entendu les enfants? Vous ne pouviez même pas reprendre Patrick Poivet pour faire la voix de Davy Crockett? Continuité vocale, tout ça. Et en plus, Jean-Claude Montalban l'a doublé sans moduler sa voix, alors qu'il sait le faire. C'est la même voix que pour Sangwan et Pollux. Les gamins sont maintenant dans la caverne rose où ils jouent avec des Barbies. Ouais, la caverne des jouets pour filles, quoi. On est en 2019, il n'y a pas de jouets pour filles ou de jouets pour garçons, chaque genre devrait être libre de jouer avec ce qu'il veut. Ok. C'est qui cette belle gitane? C'est Esmeralda, l'héroïne du dernier dessin animé de Walt Disney. Elle est vraiment très belle. Et moi, tu ne trouves pas jolie? Si, mais... Mais quoi, hein? Ok, j'ai compris. Eh, mais c'est quoi cette espèce de tsundere? Je vous montre le reste de la scène avec Esmeralda, parce que c'est la seule scène du film qui correspond à mon pseudo. Allez, passe-la moi. Je vais la changer. Et pourtant, elle n'a pas cette robe dans le film. Tu serves de la ficelle du lanceur et la poupée déploie ses ailes. C'est pas la peine de faire le gentil, hein. J'ai bien enregistré ce que tu as dit avec Esmeralda. Je ne te parle plus. Mais calme-toi, la petite. Il a juste dit qu'elle était vraiment belle et tu as démarré au quart de tour d'un coup. Je ne te parle plus. Et vu que Julia est choquée, je subodore que c'était le drama du film. Les gros pabots arrivent et capturent enfin les gamins, mais... Qu'est-ce qui se passe, la poupée Esmeralda? Oh, et puis là, la poupée Barbie sur mur des mers. C'est drôle parce que les méchants sont distraits par des jouets qui, d'après la mentalité des gens dans les années 90, étaient des jouets destinés aux petites filles. Tu vois la poupée. Les gamins sont téléportés dans la caverne urbaine. Les gamins sont téléportés dans la caverne urbaine où il y a des jouets de voitures, des pompiers en plastique, des jeux de construction, des châteaux forts et d'autres jeux qui étaient à l'époque considérés comme des jeux de garçons. D'ailleurs, même le Père Noël est sexiste. Je viens de vous téléporter dans la caverne urbaine. Je pense qu'elle plaira à François et à Christophe, celle-là. Et juste après, il y a Marie qui joue au circuit de voiture avec Christophe et c'est elle qui gagne, comme si ce film essayait d'être progressiste. Je savais pas que t'assurais comme ça. Pourquoi? Parce que je suis une fille, peut-être? Mais attends, je croyais que tu lui parlais plus.
Donc après 6 minutes où il ne se passe rien, à part des enfants qui jouent dans la caverne urbaine, ils sont rejoints par les gros pabots qui ligotent avec une facilité insolente et ils leur envoient les voitures dans la tronche, avant d'être téléportés dans la caverne Super Combat. En fait, ce film c'est Maman j'ai raté l'avion, mais sans la qualité qui est remplacée par la publicité de jouets de Leclerc, avec seulement les enfants qui font tomber les méchants de façon cartoonesque. Les gamins sont donc maintenant dans la caverne Super Combat, avec des produits qui sont liés aux héros badass. Comme un costume de Spider-Man ou de Gotrunk, qui bizarrement s'appelle Gotenk. Hé, regardez, je suis Gotenks. Mais non, t'es Christophe. Gotenk comme dans le manga. Et là, il y a ses deux ennemis, Venom et Hobgoblin. Et bizarrement, il s'appelle pas le bouffon vert comme dans la VF du dessin animé de 1994. Ça veut dire que les personnes qui ont fait ce film sont des pros VO. C'est quoi l'intérêt de faire la promotion de jouets pour lesquels vous ne vous renseignez pas sur les traductions françaises des noms ? Et on a un autre truc qui est bizarre, c'est que Victor fait automatiquement porter à Christophe le costume de Gotrunk quand il veut l'essayer, mais il fait pas la même chose pour Marie qui veut porter le costume de Spider-Man, et elle doit même le porter elle-même hors champ. Y a pas que le Père Noël qui est sexiste, y a aussi son ordi. Donc comme d'habitude, les gros pabots les retrouvent, et les enfants les combattent un manu sous prétexte qu'ils portent des déguisements de super-héros. Bon, que fait le Père Noël? Pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, il n'appelle pas la police? Il sait qui a volé les jouets, et il préfère laisser des enfants face à deux hommes louches qui, heureusement pour eux, sont inoffensifs et ridicules, et ne semblent pas avoir l'intention de les tuer ou vraiment leur faire du mal. Il pourrait même contacter Son Goku, mais non, il préfère compter sur Christophe Colomb de la série Les Aventures de Christophe Colomb, qui est tombé dans l'oubli. Il faut que les enfants se rendent tout de suite à la caverne découverte. Bon courage à vous tous. Merci Christophe Colomb. Et il est aussi doublé par Jean-Claude Montalban. Ok, alors là c'est sûr, il s'embête vraiment pas. Jean-Claude Montalban qui module enfin sa voix et qui a justement doublé Ferdinand d'Aragon dans ce dessin animé sur Christophe Colomb. Et le montage est encore pire que pour les scènes des autres personnages, puisque Christophe Colomb n'est jamais sur le même décor d'un plan à l'autre. C'est le même problème qu'avec les Looney Tunes dans Décode pas Bunny. Et ceci clôt le côté crossover du film. Alors que les gros pabots semblent enfin avoir le dessus, Christophe et Marie sont téléportés dans la caverne découverte, mais pas Julia et François, et cette fois il n'y a pas d'explication. Ils ont disparu comme ça, ce qui confirme qu'ils n'auront servi à rien. Donc après avoir bien traîné en jouant au jeu de société de la caverne pendant 7 minutes, ils tombent sur les gros pabots à qui ils jettent du poil à gratter et ils les mordent. La plupart des ateliers du Père Noël redémarrent et Christophe et Marie se retrouvent dans la dernière caverne, qui est la caverne au Noël. Ils y font joujou avec des instruments de musique et... Père Noël, est-ce que vous pouvez nous envoyer Julia et François? Il y a plein de jouets pour eux. Nous revoilà. Ça va, on vous a pas trop manqué? Petit peu. Ah ok, alors le film assume le fait que Julia et François avaient disparu, mais il n'explique pas pourquoi, et Christophe et Marie n'avaient pas du tout l'air de s'inquiéter en voyant qu'ils n'étaient plus là, comme si c'était prévu que Julia et François disparaissent à l'arrivée des gros pabots dans l'avant-dernière caverne, mais que les spectateurs n'étaient pas du tout au courant que c'était prévu. Et puis d'abord, où ils étaient depuis tout ce temps-là? Ils ont été téléportés où? Eh ben punaise, les trous de l'intrigue de ce film sont aussi gros que ceux de Ocean's Eleven, c'est pas possible. Comment ils ont fait pour récupérer les sacs qu'ils ont échangés contre l'argent? Mais bon, les 4 gamins réunis jouent ensuite avec des véhicules pour enfants, un baby-foot, une maison champignon, un château et un village en céramique. Alors autant dire que pour des jouets de la caverne supposés être celle de Noël, ils n'ont pas gardé le meilleur pour la fin. Ensuite, le Père Noël se téléporte dans la caverne grâce à des effets spéciaux incroyables et annonce aux gamins que les ateliers ont bien repris et qu'il a mis sa fabrication chez ses amis de Leclerc. Et si vous voulez savoir ce que sont devenus les gros pabots... Allez donc jeter un coup d'œil dans le sapin. Dans le sapin? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande si je vais pas en fabriquer plein pour l'année prochaine. Je suis sûr que les enfants adoreraient s'amuser avec ce genre de figurines. Faites-en plutôt des cibles pour des jeux de fléchettes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que leur sort est à la hauteur de l'écriture de leur personnage. Mais donc, en résumé, on a 2 hommes ridicules, idiots et inoffensifs qui ont volé des jouets, qui se sont introduits dans plusieurs cavernes pour faire je ne sais quoi aux enfants, mais sûrement pas pour les tuer, qui ont même préservé leur âme d'enfant en jouant dans l'une des cavernes, et le Père Noël les séquestre dans une boule de sapin où ils vont sûrement mourir, et fait en plus des blagues sadiques dessus. Si ça, c'est pas une punition disproportionnée, je ne sais pas ce que c'est. Dans la vraie vie, ils auraient été en prison pour cambriolage et menaces envers enfants, et ça aurait été plus humain que le sort que leur destine le Père Noël. Franchement, les boules de Noël même. Et c'est sur la cruauté du Père Noël que se termine ce film.
Non, en fait, le film suggère d'abord que Christophe et Marie sont amoureux, même s'ils se sont vannés pendant tout le film et se font la bise, puis Julia fait la bise à François, et comme c'est son frère, on pense que c'est normal, mais comme c'est mis en parallèle avec le bisou entre Christophe et Marie et qu'il y a une musique romantique, ça sous-entend donc que c'est de l'inceste, et... Joyeux Noël! Joyeux Noël! Là, le film se termine. Et je vous propose qu'on se penche un peu sur les personnes qui ont participé à cette publicité de 57 minutes. Alors, ça a été produit par AB Productions, qui est réputé pour les séries françaises irregardables et très kitsch dont je vais parler au début. Le producteur exécutif n'est autre que Thibaut Châtel, à qui on doit notamment des dessins animés comme Les Misérables de 1992, Les Kangoo, Kangoo Junior, SOS Croco, Triple Z et Chris Colorado, qu'il a créé avec sa mère Jacqueline Monsigny et son frère Franck Bertrand, qui sont décédés dans l'indifférence générale. Thibaut Châtel est donc le seul créateur encore en vie de Kangoo Junior et des autres dessins animés précités. En 2013, il a réalisé Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, qui est son seul long métrage. C'est aussi l'un des rares films où on entend Alexandre Aubry, qui a justement fait la voix de Didier et de Marcos, les deux connards de Kangoo Junior. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le casting français des dessins animés que Thibaut a fait avec son frère et sa mère, vous trouverez toujours soit Valérie de Villepin, soit Benoît Alman, soit Jean-Claude Montalban. D'où la présence de Valérie sur Sailor Moon et de Jean-Claude sur les personnages de dessins animés masculins dans Opération Père Noël. L'auteur est Pierre-Benoît Papa, qui n'a rien fait depuis 2011 où il a joué dans un épisode de Section de Recherche, et avant ça il a joué dans un épisode des Années Fac. Le réalisateur c'est Michel Hassan, mais on en a déjà parlé tout à l'heure, et voyons ce que sont devenus les acteurs. Le Père Noël est joué par Emmanuel Courcol, qui est devenu scénariste et réalisateur. Il a joué dans 2 épisodes de Joséphine l'Ange Gardien, et au cinéma il continue de jouer dans des films pas très connus. Christophe est joué par Hervé Gruhl, qui fait du doublage. D'ailleurs, c'est justement le seul véritable intérêt du film pour les box-office français. C'est la présence de Hervé Gruhl qui était à ses débuts. Par la suite, il est devenu la voix française la plus régulière de Michael Cera et de John Robinson, ainsi que la voix off de Ludo sur France 3, la voix de Tac dans Foots de rue et de Changelin dans Teen Titans et Teen Titans Go, mais pas dans DC Super Hero Girls parce que la direction artistique française est une grosse blague. Il a aussi fait la voix de Casper dans Casper l'apprenti fantôme, et il a surtout été la première voix française d'Arnold dans Et Arnold. Ce qui veut dire que quand il a joué dans ça... Super, je savais pas que t'étais ami avec Son Gohan. Parallèlement, il a doublé dans ça. Alors que je croyais avoir enfin trouvé un moyen de me rafraîchir en dégustant une glace, vous nous faites ce coup-là. Je vous conseille de me vendre une glace à la fraise au prix normal, ou vous risquez de le regretter. Et ce, jusqu'à ce qu'il ait commencé à muer. J'ai pas le droit de le laisser tomber, ça le rendrait trop malheureux. Puis il a été remplacé par Brice Ournac, la voix française de Malcolm. Oh Eugène, la seule chance que Betty puisse aimer un bouffon tel que toi n'existe que dans tes rêves. Sors de mon chemin. Marie est jouée par Clémence Lafleurière, qui est vraisemblablement tombée dans l'anonymat, de même que Kevin Pigeon, qui a joué François, tandis que Leslie Pipkins, qui a joué Julia, a joué dans quelques courts-métrages, dont le premier de Guillaume Canet, intitulé Je t'aime, et a joué dans plusieurs films. Elle est aussi devenue musicienne et chanteuse, et a fait un peu de voice acting et de doublage, prêtant sa voix à Katara dans Le Dernier Maître de l'Air de Night Shyamalan, ou encore à Blanche-Neige dans le film éponyme de 2012 avec Lily Collins et Julia Roberts. Et puis c'est également elle qui prête sa voix à Luan Loud dans Bienvenue chez les Loud. Absolument, capitaine Constat. Les gros pavots sont incarnés par Pascal Cannonball, ou Cannonball, je sais pas comment on prononce, et Alexandre Rodrigue, ou Rodriguez, je sais pas comment on prononce, qui sont également tombés dans l'anonymat. Le bébé Kevin est joué par Thomas Prévost, en alternance avec Alexandre Rodrigue, et comme lui, il n'y a aucune information sur le net. Pareil pour Lorraine Baudry et Laetitia Cotte, qui ont joué tous les deux bébé Morgan. En résumé, il n'y a qu'Emmanuel Courcol, Hervé Gruhl et Leslie Pipkins qui ont percé, en plus de Jean-Claude Montalban et de Valérie de Villepin qui ont doublé, mais tous les autres acteurs ne donnent aucun signe de vie. Enfin bref, si j'ai parlé d'Opération Père Noël plutôt qu'un autre film publicitaire, c'était pour son côté crossover. C'est la seule fois que Son Gohan, Pollux et Sailor Moon sont dans le même univers que Davy Crockett, Christophe Colomb et les Kangoo. Je vous invite à voir la vidéo de Pika Critique qui aborde également ce film, celle de Dr Pralinus sur les autres films de Noël de Leclerc, et celle d'Alacon sur À la recherche du Père Noël. Ils méritent tous les trois d'avoir plus de vues. Abonnez-vous à leur chaîne si c'est pas déjà fait. Tiens, tout le monde est sans poste. Hissez le mot de dizaine. Expliquez-moi la grande brûle, bande de feignants. Et coupez toutes les amarres, droit au large. Rangez-en. Pardon, monsieur, seriez-vous le commandant de ce navire? Non, matelot, je m'appelle Phinéas, premier maître du capitaine Moody. Vous êtes cet ami du capitaine dont le maître d'hôtel nous a parlé? Tu as mis le doigt dessus, matelot. Ouais, mais gars, on a navigué avec lui pendant plus de 20 ans.
Et vous, qui êtes-vous? Ah, je parie ma ration de rhum que vous êtes maudit. Moi? Oh non! Mon nom c'est Vera. Ah, toi tu es Ronald, hein, fort comme une baleine. Je t'aurais reconnu, même entre mille. Cynthia, tu es toujours la même petite crevette que je portais dans mes bras pour te faire dormir. Mille sabords, toi tu es tout le portrait du capitaine, un vrai maudit tout craché. Mais Max, comment vas-tu, vieux machin? T'as pas changé du tout. Vous devez une erreur. Nous ne sommes pas du tout qui vous croyez. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils ont l'air d'être. Vous êtes sûr de pas me confondre avec mon beau-frère, il était dans la marine, lui. Cap nord-est droit devant, matelot. Phineas ne se trompe jamais de route. Les nièces et les neveux du capitaine Moody ne peuvent pas apporter la tempête. Mais le capitaine n'est pas notre parent. Vous devez faire une erreur, monsieur. Ah, n'essayez pas de me faire marcher, j'ai une jambe de bois. Alors attention, on ne rit pas, hein. Allô? Tout le monde sur le pont, on va dîner. C'est très gentil à vous, monsieur. La tempête fait rage sur l'océan, mes enfants. Suivez-moi. Mais il a raison, après tout, la tempête fait rage. Vous êtes à l'abri, non? Seulement je meurs de frayeur.